Il était une fois une jeune femme nommée Kim. Son nom, qui signifiait « mien », reflétait parfaitement sa conviction que le monde lui appartenait. Elle était si belle qu'à l'université de Lagos, les garçons se battaient pour elle. Avec sa peau claire, ses formes généreuses et sa taille fine qui attiraient tous les regards, même les professeurs lui souriaient plus longtemps que nécessaire. Ses ongles étaient toujours impeccables, et son téléphone ne cessait de vibrer d'appels d'hommes qui l'appelaient « bébé », mais ne s'intéressait jamais à ses rêves. Kim venait d'une famille modeste d'Azaba, dans l'état du Delta. Son père était un enseignant à la retraite et sa mère vendait des tissus au marché local sous le soleil. Ils avaient travaillé dur pour l'envoyer à l'université, mais Lagos avait la capacité d'effacer les manières de village et de les remplacer par de l'orgueil. Elle répondait à peine aux appels de sa mère. Un après-midi, sa mère réussit à la joindre. « Comment vas-tu, ma fille ? Lis-tu toujours tes livres ? S'il te plaît, n'oublie pas pourquoi tu es à l'école. Oh, ne laisse pas Lagos te distraire. » Kim leva les yeux au ciel en souriant. « Oui, maman, je lis. Tout va bien. » Après l'appel, elle marmonna. Cette femme, on dirait toujours une prophétesse de village. Elle jeta son téléphone sur son lit, ajusta sa perruque devant le miroir et prit sa petite pochette noire. Elle allait retrouver Martins. Martins n'était pas de son âge. Il avait 36 ans, la police effoncée, sentait toujours bon et était toujours vêtu de blanc. Il conduisait une Mercedes noire aux vitres teintées et son nom était gravé sur la plaque. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois sur Instagram. Il avait vu sa photo au bord de la piscine et lui avait envoyé un message. « Tu n'as rien à faire ici. Laisse-moi te montrer ce que signifie être vraiment entretenu. » Une semaine plus tard, elle avait un nouvel iPhone. 2 semaines plus tard, il l'aida à emménager dans un petit appartement en dehors du campus. Le loyer était payé en totalité pour 1 an. Ce n'était pas son petit ami. C'était son aide, son sponsor, son réconfort. Lors de leur 3e rendez-vous dans un restaurant sur l'île, Martins la regarda de l'autre côté de la table et sourit. « Une femme comme toi ne devrait pas souffrir, ma chère. Regarde ton visage. Regarde ton corps. Tu es trop douce pour te battre. » Elle sourit. Ces mots lui convenaient. Les semaines passèrent. La vie était douce jusqu'à ce qu'un matin, elle se réveille avec des nausées. Elle n'y prêta pas attention. Mais 1 semaine passa, puis 2, et toujours pas de règles. Elle en rit d'abord. C'est peut-être le stress des cours. Puis son amie Adora, sa colocataire de première année, remarqua son humeur. « Kim, tu vas bien ? Quand as-tu eu tes dernières règles ? » Kim en rit. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu t'inquiètes trop. » Mais dans son cœur, la peur grandissait. Elles allèrent ensemble à une petite pharmacie près du campus. L'infirmière sortit un test de grossesse. Quelques minutes plus tard, le résultat était clair, positif. Adora halta, et Kim resta immobile. Pas de tremblement, pas de pleurs. Elle était juste silencieuse. « Je m'en occuperai, » dit-elle d'une voix neutre. Cette nuit-là, elle appela Martins. « Bonjour, bébé, » répondit-il avec désinvolture. « Je suis enceinte. » Il y eut un long silence, puis Martins dit « Tu sais ce qu'il faut faire. Ne laisse pas les émotions te troubler. Je ne suis pas prêt pour ça. Tu es intelligente, alors arrange ça. » Les mains Kim tremblèrent. « C'est tout ce que tu as à dire. Je t'enverrai de l'argent demain. Fais juste en sorte que ça disparaisse. » Martins raccrocha. Kim fixa son écran. Sa poitrine se serra. Adora lui tint la main plus tard dans la soirée. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ma cousine a essayé l'année dernière et elle est morte. Kim, je t'en supplie, ne prends pas ce risque. » Mais Kim retira sa main. « C'est pour ça que tu souffres encore, Adora. Tu as une petite vie, de petits rêves. Je ne suis pas de ton niveau. » Elle laissa Adora dans la pièce, retenant ses larmes. Cette nuit-là, Kim dormit, mais son sommeil ne fut pas paisible. Elle se retrouva à marcher dans une forêt épaisse et silencieuse. Dans ses bras, elle tenait un petit bébé qui pleurait et était enveloppé dans un drap. Soudain, une main sombre sortit du buisson et arracha le bébé. Elle cria et essaya de courir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Elle baissa les yeux. Ses mains étaient couvertes de sang. Elle cria « Rendez-moi mon bébé !» Puis une voix grave résonna d'en haut « Ce que tu jetteras aujourd'hui sera la seule chose pour laquelle tu pleureras demain. » Elle se réveilla en sueur. Il était 3h14 du matin. Elle but de l'eau, fit les 100 pas dans la pièce, puis se murmura « C'était juste un rêve. Rien ne se passera. »
Le lendemain matin, elle prit un rendez-vous privé à Ikoyi. Le médecin fit une échographie et s'assit doucement. Vous avez un utérus rétroversé. Ce n'est pas dangereux, mais l'avortement pourrait affecter vos chances futures. S'il vous plaît, réfléchissez bien. Hakim sourit faiblement. Docteur, ça ira. Faisons-le. La salle d'opération était froide, trop froide. L'infirmière lui dit de s'allonger. Après quelques minutes, c'était fait. L'enfant innocent était parti, et elle était libre comme l'air. Après, elle s'assit dans la voiture, fixant la fenêtre. Le monde bougeait, les voitures passaient, les oiseaux volaient, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était tu. Martins ne l'appela plus jamais. Elle saigna légèrement pendant 3 semaines. Elle dit à Adora que ce n'était qu'un flux abondant. La nuit, elle fixait le plafond, sa paume posée sur son ventre plat. Ça ira, murmura-t-elle. J'aurai encore plein d'enfants quand je serai prête. Mais sa voix n'était pas si sûre. Un soir, elle se regarda dans le miroir. Son maquillage était parfait, sa perruque bien mise et ses cils faits, mais ses yeux étaient vides. Mon Dieu, j'espère que je n'ai pas détruit mon avenir, marmonna-t-elle. Elle éteignit les lumières, s'allongea et se recroquevilla. Cette nuit-là, le silence dans son utérus était assourdissant, et elle savait au fond d'elle que ce qu'elle venait de jeter pourrait revenir demain, mais pas avec joie. Hakim rencontra le chef Okocha lors d'un défilé de mode à Lekki 2 ans après avoir obtenu son diplôme. Elle n'était venue que pour accompagner une amie qui défilait. Mais en ajustant ses vêtements et en essayant de prendre quelques photos pour son Instagram, elle le bouscula. Il sourit et la retint. « Ça va ?» Elle leva les yeux et vit un homme grand, au visage glabre, vêtu d'une tenue de sénateur blanche, avec une montre en or qui brillait sur sa peau foncée. Sa voix était calme. Sa présence était imposante, mais pas écrasante. Il y avait quelque chose en lui. Riche, mais pas ostentatoire. De l'argent de vieille famille. Leur conversation fut courte. Mais avant de partir, il lui tendit sa carte et dit « Si jamais tu veux parler de mode ou de quoi que ce soit de plus profond, appelle-moi. » Cette nuit-là, Hakim fixa la carte comme si elle contenait son avenir. C'était le cas. Ils commencèrent à se voir. Il l'emmena dans des restaurants tranquilles où personne ne criait par-dessus la musique. Il parlait, vraiment. Il lui posa des questions sur ses rêves, pas sur sa silhouette. Il l'appelait « belle » au lieu de « sexy ». Son nom était Chef Ephani Okocha, 40 ans, veuf sans enfant et l'un des promoteurs immobiliers les plus respectés de Lagos. Chaque fois qu'il la regardait, il lui donnait l'impression d'être la femme la plus importante du monde. 6 mois plus tard, il la demanda en mariage. La bague scintillait comme l'espoir. Hakim dit oui à travers ses larmes. Malgré tous les avertissements et les conseils saints d'Adora et des autres. « Regardez-moi maintenant. J'ai l'homme parfait », se dit-elle. Le mariage était comme un rêve de Nollywood. Le champagne coulait à flots. La salle était décorée de crème et d'or. Les invités dansaient en dentelle et en abada. Les blocs l'appelèrent le mariage de la saison. Hakim porta sa couronne avec fierté. Sa première année de mariage fut douce comme une mangue mûre. Hakim voyageait, riait, et affichait sur Instagram une vie de rêve avec des citations comme « Épouse ta paix, pas ta pression ». Son mari lui avait acheté un nouveau Range Rover, engagé un chef personnel, et l'emmenait en voyage surprise à Dubaï, en Afrique du Sud et aux Maldives. Pour son anniversaire, il lui avait offert une autre Mercedes-Benz. Elle croyait avoir enfin dépassé son passé. Personne n'avait besoin de le savoir, alors elle l'avait complètement enterré. Mais au cours de la 2e année de mariage, quelque chose changea. Cela commença par de petites choses. Sa mère, venue lui rendre visite un week-end, laissa échapper un commentaire au petit déjeuner. « À ton âge, tu marchais déjà et tu m'appelais « maman ». Tu sais, les enfants embellissent le mariage, n'est-ce pas ? Hakim sourit poliment. « Très bientôt, maman. » Mais le « bientôt » devint une pierre dans sa bouche. Peu à peu, la pression monta. D'abord de ses belles-sœurs, « Nous avons hâte de porter l'enfant de notre frère. » Puis de vieux amis de la famille, et enfin d'Ephani lui-même. Il ne criait pas, n'accusait pas, mais il devint de plus en plus silencieux. La nuit, il s'allongeait à côté d'elle, sans la serrer aussi fort qu'avant. Lors des sorties, il jetait des regards au bébé qui jouait et ne disait rien. Hakim commença à retourner à l'hôpital, en silence et seul. Toujours la même réponse. Tissu cicatriciel, utérus rétroversé, aucune chance d'implantation. Une partie de son utérus avait été complètement endommagée. Elle pleurait dans les toilettes de l'hôpital. Elle pleurait dans la voiture. Mais à la maison, elle se maquillait et disait à son mari «
Nous attendons la volonté de Dieu. Il hochait la tête, mais le silence entre eux devenait plus lourd. Elle commença alors à chercher des réponses au-delà de la médecine. Elle alla d'église en église, de prophète en prophète. Un pasteur versa de l'huile sur son ventre et dit « Le bébé arrive le mois prochain ». Rien ne vint. Un autre dit qu'elle avait un « mari spirituel ». Elle donna une offrande de 200 000 néras. Toujours rien. Elle jeûnait, priait, pleurait à minuit, dormait à l'église, mais chaque mois, ses règles arrivaient comme un rappel silencieux de son erreur. Un jour, elle revint d'un programme de réveil à Ibadan. En sortant de la voiture dans son quartier, 2 femmes qui bavardaient à proximité baissèrent la voix, puis la relevèrent en la voyant passer. Elle met moins de vêtements tous les week-ends, mais son ventre est aussi sec que l'hamatan. Une belle fille qui a mis tout son paquet, pas de pipi. Hakim passa la tête haute, mais une fois dans sa chambre, elle s'effondra comme un plat cassé. Elle pleura jusqu'à ce que sa voix se brise. Puis elle murmura « Mon Dieu, j'étais jeune. Je ne savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, Justin, donne-moi un enfant. » La même semaine, elle fut invitée à un séminaire pour femmes entrepreneurs. Elle faillit ne pas y aller, mais son mari l'encouragea. Là, sur le panel, se trouvait Adora, son ancienne colocataire, rayonnante et sereine. Et à côté d'elle, une petite fille d'environ 5 ans. Des yeux intelligents, un sourire espiègle, tenant fièrement une petite plaque. Elles se rencontrèrent après l'événement. « Waouh, tu as bonne mine », dit Adora. « Toi aussi », répondit Hakim. Adora désigna la fillette. « Voici Grace, ma première fille. Elle vient de gagner une bourse pour le Royaume-Uni. Je me souviens à quel point j'avais peur quand je l'ai gardée. Mais regardez-la maintenant. » Hakim sourit, mais ses lèvres tremblèrent. Elle hocha la tête et s'éloigna avant que les larmes ne montent. Cette nuit-là, son mari rentra d'une soirée avec ses amis. Ils avaient passé la soirée à parler de leurs enfants, de leurs filles en pension, de leurs fils qui jouaient au football. Et Fanny n'avait rien dit à la maison, il s'assit à côté d'elle en silence. Puis il demanda doucement « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec toi et que tu ne me dis pas ?» Elle le regarda, cet homme qu'il aimait, cet homme qui lui avait tout donné. Et elle secoua la tête. « Non, rien. Pourquoi me soupçonnes-tu » Il répondit « Non, juste curieux. » Mais quelque chose dans ses yeux s'éteignit. Il était inquiet et plein de questions. Le lendemain matin, sa mère l'appela dans la pièce. « Et Fanny, tu sais que je ne rajeunis pas. Notre nom de famille doit continuer. Un homme a besoin d'un enfant. »« Qu'est-ce que tu dis, maman ?»« Je dis que tu peux épouser une autre femme. Laisse-la rester ici, mais amène quelqu'un qui peut te donner un enfant. Même Abraham en avait 2. »« Maman, tu sais que je ne peux pas faire ça. Je l'aime. » Sa mère le regarda longuement et dit « Es-tu sûr que cette fille ne t'a pas jeté un sort ? Ce n'est plus mon fils. Les Fanny que je connais, Aona. » Mais cette nuit-là, Hakim le vit assis sur le balcon, fixant l'obscurité. Elle retourna dans la pièce, s'agenouilla près du lit et enfouit son visage dans l'oreiller. « Mon Dieu, s'il te plaît, ne le laisse pas me quitter. S'il te plaît, ne laisse pas mon passé détruire cet avenir. » Elle s'endormit en larmes cette nuit-là. Un jour, après des semaines de silence, Fanny s'assit à côté d'elle dans leur chambre et dit « Il y a cette clinique spécialisée que mon ami m'a recommandée. Nous irons ensemble. » Sa voix était douce et calme, mais il y avait une sorte de finalité. Hakim hocha la tête avec un sourire, mais son cœur s'emballa. Elle ne voulait pas y aller. Elle savait déjà ce qu'il trouverait, mais dire non soulèverait davantage de soupçons. Ils arrivèrent au centre de fertilité. Tout était en verre et en marbre. La climatisation ronronnait. Tout sentait le propre. Des tests furent faits. Du sang fut prélevé et des échographies furent réalisées. Les infirmières leur souriaient et tout le monde était poli. Mais quand le médecin entra avec le dossier, son visage changea l'ambiance de la pièce. Il s'assit, les regarda tous les deux, puis s'éclaircit la gorge. « Chef, madame, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. D'après les résultats, il semble qu'il y ait de graves dommages à l'utérus de madame. Du tissu cicatriciel, probablement dû à un ancien avortement ou à une procédure compliquée. » La pièce sombra dans le silence. Fanny se tourna lentement vers Hakim, ses yeux fixes. Il se tourna ensuite vers le médecin et demanda « S'il vous plaît, monsieur, de quoi parlez-vous » Le médecin répondit « Vous pouvez demander à votre femme. » Hakim regarda le médecin, puis le mur, puis ses mains. Sa voix se brisa. « C'était il y a longtemps, avant que je ne vous rencontre. Je ne savais pas que cela m'affecterait comme ça. »
Alors, c'est vrai? Demanda Ephanie, non pas en criant, ni en murmurant, juste brisée. Elle tomba à genoux. J'avais peur de vous perdre, dit-elle, les larmes trempant sa robe. Je pensais que si je vous le disais, vous me quitteriez. Je ne voulais pas perdre la seule bonne chose que j'ai jamais eue. Le médecin se leva et sortit discrètement. Mais Ephanie resta assis, fixant le sol. Tu aurais dû me le dire. Je t'ai demandé. Je t'ai supplié. Mais tu as gardé ce secret pour ton propre intérêt égoïste. Tu es une femme méchante. Il se leva, prit ses clés de voiture et sortit du bureau sans un mot de plus. Hakim resta par terre, sanglotant, seul. Elle rentra dans une maison vide. Ses vêtements étaient toujours là. Ses chaussures près de la porte, mais sa voiture avait disparu. Elle s'assit sur le carrelage froid du salon, les bras autour de ses genoux. Le lendemain matin, elle fit une petite valise et monta dans un bus pour Azaba. Sa mère fut choquée de la voir. Que s'est-il passé? Où est ton mari? Maman, c'est une longue histoire. Je vous en prie, venez à la gosse. Parlez-lui. Peut-être qu'il vous écoutera. J'ai fait une erreur, une grosse. Le lendemain, sa mère la suivit à la gosse. Elle portait sa plus belle robe et un sac de cadeaux. Elle se tint devant le portail d'Ephanie. L'agent de sécurité hésita, puis appela à l'intérieur. Ephanie sortit, impeccable, sérieux, mais plus froid qu'auparavant. Mama, bon après-midi, la salua-t-il respectueusement. Sa mère tomba directement à genoux. Mon fils, je vous en supplie. S'il vous plaît, pardonnez à ma fille. Quoi qu'elle ait fait, elle est toujours votre femme. Ne la jetez pas. Le visage d'Ephanie était rigide. Mama, je vous respecte. Mais ceci est entre votre fille et moi. Il se tourna vers Hakim et dit, tu m'as menti. Tu as pris mon amour et tu l'as enveloppé de silence. Tu as introduit un lourd secret dans ma maison et tu as souri comme s'il n'existait pas. Il secoua la tête douloureusement. Tu es une femme méchante. Je ne veux plus te voir près de mon portail. Fais tes bagages et pars. Ses jambes tremblèrent. Les mains de sa mère tremblèrent. Cette nuit-là, elle fit ses valises en silence. Pas de bruit, pas d'aide. Elle porta elle-même sa valise. Personne ne vint regarder. Personne ne vint l'arrêter. Elle retourna à Azaba avec sa mère, ses sacs à ses pieds. Son père ne sortit pas de la maison. Sa mère la fit asseoir et secoua la tête. Alors c'est à ça que tu as servi ma sueur. Après tout ce que nous avons fait, après chaque tissu que j'ai vendu, chaque prêt que ton père a contracté. Tu as utilisé ton utérus pour un sacrifice. Et maintenant tu es revenu pour traîner notre nom dans la boue. Hakim s'agenouilla et supplia, « Maman, s'il vous plaît, je n'ai personne d'autre. » Son père cria de l'intérieur de la maison, « Laisse-la partir. Je ne veux pas de déshonneur dans ma cour. » Elle pleura toute la nuit dehors. La porte était verrouillée. Les lumières étaient éteintes. Hakim vendit ses alliances, ses chaînes en or, ses chaussures de créateur. Avec le peu d'argent qu'elle obtint, elle loua un appartement d'une pièce à la périphérie de la ville. La peinture s'écaillait, le toit fuyait, mais c'était un toit. Elle acheta une petite friteuse et un sac de farine de haricots. Les gens parlaient, certains la plaignaient, d'autres se moquaient d'elle. Mais chaque jour, elle se levait, cuisinait et priait. Un soir, après une longue journée, elle s'assit par terre dans sa petite chambre. Il pleuvait et son corps tremblait. Elle prit une bouteille d'eau de Javel, la tint et la fixa longuement. « Il ne me reste plus rien, » murmura-t-elle. Puis elle entendit une voix à l'extérieur, calme et douce. « Il n'est jamais trop tard pour se repentir. » Elle laissa tomber la bouteille et courut dehors, mais personne n'était là. Seul le bruit de la pluie et du vent frottant les feuilles. Elle tomba à genoux dans la boue. « Mon Dieu, si c'est toi, s'il te plaît, je suis prête. » Le lendemain matin, elle alla à l'église. Elle se tint à l'arrière, ses vêtements imprégnés de l'odeur de l'huile de friture. Quand l'appel à l'autel fut lancé, elle s'avança lentement. Le pasteur ouvrit la Bible et lut, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Elle pleura du fond de son cœur. 3 mois plus tard, elle adopta une petite fille de l'orphelinat. Elle la nomma Obiageli, celle qui est née dans la richesse. Non pas la richesse matérielle, mais la paix, la rédemption, une seconde chance. La vie avec Obiageli n'était pas facile, mais elle était remplie d'une paix qu'Hakim n'avait jamais connue auparavant. Chaque jour, elle se levait tôt pour faire frire des beignets au bord de la route. Les gens venaient des 4 coins de la ville juste pour acheter chez elle. Non pas à cause du goût,
mais à cause de la façon dont elle les traitait avec une dignité tranquille, de la patience et de l'honnêteté. Elle coiffait les cheveux d'Obiageli chaque matin avant l'école, préparait son déjeuner et la raccompagnait à mi-chemin sur la route poussiéreuse. La petite fille levait les yeux et disait « Je t'aime, maman ». Et la poitrine d'Hakim se serrait d'un étrange mélange de douleur et de joie. Bien que la pièce fût petite et les nuits silencieuses, Obiageli la remplissait de rire. Sa présence adoucissait les angles vifs du passé d'Hakim. Les années passèrent et Hakim devint connue dans le quartier, non pas pour ce qu'elle avait été, mais pour ce qu'elle était devenue. Forte, pieuse et maternelle. De jeunes filles venaient la voir pour des conseils. Certains l'appelaient la sage. Un jour, alors qu'elle vendait à son étal, une femme qu'elle reconnaissait à peine s'approcha d'elle. « Êtes-vous Hakim » demanda-t-elle. Hakim cligna des yeux. « Oui, madame. » La femme sourit. « Je le savais. Nous étions ensemble au lycée. Je m'appelle Blessing. » Elles discutèrent un moment. Blessing faisait maintenant partie d'une ANG pour le développement des femmes. Elle fut touchée par la façon dont Hakim avait transformé sa vie et l'invita à parler à des adolescentes des choix et des secondes chances. Hakim accepta, et ce jour-là changea tout. Son histoire se répandit. Plus de gens vinrent à son étal d'Akara. Certains demandaient de la nourriture, d'autres des prières. Une femme lui donna un tout nouveau congélateur. Une sœur de l'église l'aida à imprimer des flyers. D'autres commencèrent à venir des bureaux et des écoles. À travers tout cela, Obiageli se tenait à ses côtés, apprenant et observant. À 10 ans, la petite fille parlait avec une sagesse qui dépassait son âge. Elle remportait des concours d'écriture, chantait des solos à l'église, aidait les personnes âgées à traverser la route. Puis un jour, son école appela Hakim. « Votre fille a remporté un concours national », dit la directrice. Elle a obtenu une bourse complète pour l'étranger. Hakim tomba à genoux et pleura des larmes de joie. Elle serra Obiageli si fort et murmura « Tu es mon cadeau, ma seconde chance, mes prières exaucées ». Obiageli quitta le pays à 12 ans. Hakim lui manquait chaque jour, mais elle lui écrivait chaque semaine, l'appelait en vidéo tous les week-ends, et chaque fois qu'elle voyait son enfant sourire à l'écran, quelque chose en elle guérissait un peu plus. Les années passèrent. Obiageli revint à 18 ans, élégante et pleine de grâce. Elle tint la main de sa mère et dit « Maman, je veux prendre soin de toi maintenant ». Elle obtint un emploi auprès d'une organisation internationale, et dès sa première année, elle acheta à Hakim un petit bungalow, bien peint avec des fleurs roses près de la clôture. Hakim se tint devant le portail le jour du déménagement et pleura. « Je ne l'ai pas enfantée, dit-elle à sa voisine, mais elle est née pour moi. » La même année, quelque chose d'inattendu se produisit. Un veuf nommé frère Joseph rejoignit son église. Il était calme, respectueux et profondément enraciné dans la parole de Dieu. Il avait 2 adolescents, un garçon et une fille, tous 2 polis et bien élevés. Hakim commença à lui parler après les services, non pas comme une flirteuse, mais comme une femme qui voyait de la valeur dans son cœur. Un dimanche soir, après les répétitions de la chorale, il s'approcha d'elle et dit « Sœur Hakim, j'ai prié à ce sujet. Je connais votre histoire et je veux toujours marcher avec vous si vous me le permettez. Je ne cherche pas la perfection, juste la paix. » Hakim s'assit et lui raconta tout. « Je ne peux pas vous donner d'enfant, dit-elle, les yeux embués de larmes. Mon utérus n'est plus ce qu'il était. Je ne veux pas vous tromper. » Frère Joseph lui tint la main et sourit. « J'ai déjà des enfants. Ce que je veux, c'est de la compagnie, de l'honnêteté, de la foi, et vous avez les 3. » Ils se marièrent discrètement 2 mois plus tard. Ce ne fut pas un mariage bruyant, mais il était saint. Leur union était bâtie sur la vérité, le pardon et la grâce. À l'église un dimanche, Hakim se tint devant la congrégation et partagea son témoignage complet pour la première fois. Elle tenait sa Bible et dit « J'ai un jour jeté ce que je pensais être une erreur. J'ai tout perdu. J'ai été moquée, rejetée et honteuse. Mais Dieu m'a donné une seconde chance sous la forme d'un enfant que je n'ai pas porté dans mon propre ventre et d'un homme qui a regardé au-delà de mon passé. » Elle ouvrit sa Bible et lut à haute voix. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » L'église fut silencieuse après son témoignage. Des larmes coulèrent. Même son ancien propriétaire, celui qui l'avait jadis moqué quand elle ne pouvait pas payer le loyer, se leva et applaudit. La leçon apprise et partagée. Un matin, alors qu'elle marchait dans le même quartier où les femmes chuchotaient derrière elle, 2 femmes l'approchèrent avec leur fille. « Tante Hakim, s'il vous plaît, parlez à ma fille. Elle est têtue et n'écoute pas les conseils. » Hakim sourit. Elle tint doucement la main de la jeune fille et dit « Viens,
laisse-moi te raconter une histoire. Et ainsi commença. Non seulement un nouveau chapitre pour Kim, mais une nouvelle mission. Elle n'était plus la femme marquée par la honte. Elle était une femme rachetée par la grâce. Par Dieu, elle retrouva sa voie. La leçon morale de cette histoire nous rappelle qu'une décision peut briser la sécurité. Mais ce choix unique l'a silencieusement suivie pendant des années, ruinant son mariage, lui volant sa paix et lui coûtant presque la vie. Beaucoup de jeunes femmes croient qu'une erreur d'aujourd'hui peut être enterrée. Mais certaines erreurs s'enracinent en silence. Kim a appris trop tard que ce que vous jetez en secret peut devenir ce pourquoi vous pleurez en public. Pourtant, même dans ses moments les plus sombres, la grâce l'a trouvée. L'enfant qu'elle n'a pas porté est devenu celle qui l'a ramenée à la joie. Et l'amour qu'elle pensait ne jamais mériter est venu d'un homme qui valorisait sa vérité plus que son passé. Cette histoire nous enseigne que la douleur peut enseigner, la perte peut humilier, mais Dieu peut toujours restaurer. Ne laissez jamais la honte vous empêcher de chercher la face de Dieu, et ne pensez jamais que votre histoire est terminée. Parfois, la fin de vos plans est le début du plan de Dieu.